Marins politeurs, matelots voyageurs, bienvenue à bord de l'épisode 483. Avec à bâbord capitaine Irène de ce voilier pour nous guider au gré des vents et marées, et à tribord l'astronome Johan pour nous diriger au compas et à l'œil des planètes et étoiles des amarrés. Nous sommes le 30 novembre 2022, vous êtes bien sur Podcast Science, et en cet épisode, on met le cap sur les marées. Bienvenue. Et ce soir, nous avons Pascal du côté de Mulhouse à la barre. Salut tout le monde. On a Irène du côté de Passy normalement, donc assez loin de la mer a priori. Bonsoir. Johan du côté de Paris. Salut. Et moi-même, et Cléora du côté de Perduville comme toujours. Et normalement, c'est Johan qui prend la parole en premier, c'est ça ? Oui, ça va être moi. Le 2 mars 1979, la sonde Voyager 1 est en chemin vers Jupiter. Voyager, nous en avions déjà parlé dans l'épisode 189 sur Podcast Science, c'était un de mes premiers dossiers. Il s'agit de deux sondes qui ont profité d'un alignement exceptionnel des planètes du système solaire pour faire ce qu'on avait appelé le grand tour, c'est-à-dire visiter toutes les planètes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et leurs satellites, avec seulement 2 missions, envoyées avec la précision d'une boule de billard en 5 bandes. Donc les deux sondes sont lancées à quelques jours d'intervalle, en août et septembre 1977, et elles ont fini leur mission principale, visiter les planètes du système solaire, plus de 10 ans plus tard, avec le survol de Neptune en juin 1989. Elles sont d'ailleurs toujours actives, et l'on reçoit encore à ce jour des données, plus de 45 ans après le lancement des deux sondes, qui sont actuellement les deux objets humains les plus éloignés de notre planète. Les deux objets artificiels les plus éloignés de nous. Et donc, d'ailleurs, le 25 octobre 2002, j'ai appris ça très récemment, Edward Stone, le scientifique en charge du projet, a décidé de prendre sa recherche de scientifique en charge, donc il était Project Scientist de cette sonde. Et donc, il a été Project Scientist pendant plus de 50 ans. Et donc là, ça y est, il a pris sa retraite, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Ces sondes, donc j'en avais déjà beaucoup parlé, je vous encourage à les réécouter, ont apporté une révolution sur notre connaissance des géantes gazeuses et de leurs satellites. Mais revenons à ce début du mois de mars 1979. Le 2 mars, Voyager 1 est seulement à quelques jours du survol du système jovien, qui est constitué donc de la planète Jupiter, et de ses 4 plus gros satellites, Io, Europe, Ganymède et Callisto, dont elle prendra les images le 5 et 6 mars 1979. Et donc quelques jours avant, un article paraît dans la revue Science où 3 chercheurs américains annoncent que, je cite, les conséquences d'un intérieur en grande partie en fusion peuvent être évidentes sur les images de la surface d'Io qui seront renvoyées par Voyager 1. En clair, l'intérieur de Io, le satellite le plus proche de Jupiter, devrait être en fusion et ça devrait se voir, en particulier par du volcanisme. Et alors, lorsque les premières images arrivent, la preuve est extrêmement claire. On voit non pas une petite éruption effusive de rien du tout, mais un énorme panache circulaire s'élevant à 250 km au-dessus de la surface de l'Io. Il y a même un gif animé qui le montre très très bien, ça fait une fontaine de lave. Donc 250 km au-dessus de la surface de l'Io, c'est presque 20% du rayon du satellite, ce qui donne l'impression d'une énorme boule, d'une énorme fontaine posée sur la surface. Donc pour une première détection de volcanisme extraterrestre, on a fait fort. Et on a depuis découvert que Io était sans doute l'un des corps les plus volcaniques du système solaire. Et l'on a plein de photos d'éruptions qui ont été prises par d'autres missions sur ce petit satellite. Donc comment donc ces 3 chercheurs ont pu prévoir un volcanisme aussi important avant même les photos qui ont été prises ? Eh bien en calculant la dissipation des forces de marée. Les forces de marée. C'est donc qu'il y a de l'eau sur Io et des grandes marées type Mont-Saint-Michel ? Non, il n'y a pas d'océan sur Io, mais des marées, il y en a. Et il y en a tellement que tout le satellite est malaxé dans tous les sens. Le frottement produit à l'intérieur de Io, en raison de ce malaxage, crée un réchauffement qui fait fondre une quantité importante du manteau et du noyau de Io, et qui produit ce volcanisme de compétition. Mais du coup, quel rapport entre le volcanisme sur Io et les marées du Mont-Saint-Michel sur notre planète à nous ? Eh bien, ce sont les forces de marée.
Ce qu'on appelle force de marée, c'est une force d'attraction gravitationnelle différentielle. Alors, pas de panique, j'explique. La force de gravitation, c'est Newton tout ça. Un corps massif, la Lune par exemple, va produire une attraction sur un autre corps, la Terre par exemple. La Terre attire la Lune attire la Terre. Cette attraction dépend de la masse des objets. Plus les objets sont gros, plus ils s'attirent, mais aussi de leur distance. Plus les objets sont loin, et moins ils s'attirent. Et lorsqu'ils s'attirent, ils se mettent à tourner l'un autour de l'autre dans une sorte de danse céleste. Imaginez que vous prenez les avant-bras d'un ami et que vous vous mettez à tourner l'un autour de l'autre. C'est ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Et à ce moment-là, vous allez sentir une force qui vous tire vers l'extérieur, une force centrifuge. Voilà. Donc si les deux corps sont des points, ces deux forces se compensent, la gravité et la force de centrifuge, voilà, ils tournent autour de l'un de l'autre sans souci, voilà. Et c'est là où ça se complique. C'est que ni la Terre ni la Lune ne sont exactement des points, elles ont un certain rayon. Et donc il y a une partie qui est un peu plus proche de la Lune, qui est un peu plus attirée, et une partie un peu plus loin de la Lune, qui est un peu moins attirée par la Lune. Et pour la force centrifuge, c'est le contraire. La partie un peu plus près de la Lune, elle subit un peu moins de force centrifuge, alors que la partie qui est un peu plus loin de la Lune, elle la subit un peu plus. Et donc, en chacun des points de la surface de la Terre, la résultante de ces deux forces, donc la force centrifuge et la force de gravitation, ça fait un petit peu différente. Voilà. Et ce qu'on en tire en faisant les calculs, c'est que la Terre, en fait, va subir une attraction, donc une force différentielle, un peu comme un ballon de rugby. Donc à l'équateur, il va y avoir des forces qui vont aller vers l'extérieur, qui vont les tirer vers l'extérieur sur l'équateur. Et puis au pôle, ça va être un peu vers l'intérieur. Voilà, donc ça va avoir tendance à l'aplatir et à tirer vers l'extérieur. Voilà. Et lors de la rotation, et du coup, ces forces de marée en un point donné vont être un peu différentes. Et cet effet fait que la surface de la Terre se soulève de quelques dizaines de centimètres périodiquement. Ça fait des hauts et des bas, etc. Et donc, c'est cette force différentielle qui fait que c'est un peu contre-intuitif, mais du coup, ça va être quelques dizaines de centimètres quand la Lune est au plus près, mais aussi quand la Lune est au plus loin. Et c'est pour ça que les marées ont lieu 2 fois par jour. Voilà. Quelques dizaines de centimètres seulement, ça paraît assez peu. Et en fait, oui, il y a beaucoup d'autres facteurs qui influent sur la hauteur. La configuration de la côte, la profondeur de l'eau, la topographie de l'océan, la forme et la taille de certaines baies, l'inertie des masses d'eau et le vent sont des facteurs qui vont influencer grandement les marées. Donc par exemple, on a jusqu'à 12 mètres pour la baie du Mont-Saint-Michel, qui est assez impressionnant quand même, oui. Et le record, c'est la baie du Fundy, dans l'est du Canada. C'est une grande baie qui est juste au niveau de la frontière canado-américaine, au niveau du Maine et de la Nova Scotia, et qui détient le record du monde des marées avec des marées de 16 mètres de haut. Voilà. Et donc oui, donc c'est pour ces marées-là, en fait, c'est des marées en fait avec des sortes de goulots qui vont créer des aspirations et qui vont faire qu'à cet endroit-là, il va y avoir des marées qui vont être beaucoup plus importantes que juste qu'on pourrait prédire avec la Lune. Voilà. Mais bien sûr, cet effet est symétrique. C'est-à-dire que les forces de marée qui ont tendance à tirer un peu la surface de la Terre et l'eau en particulier, ça se voit sur l'eau, sur la Terre, ça va être le cas sur la Lune. Mais là, du coup, sur la Lune, comme il n'y a pas d'eau sur la Lune, du coup, ça va être la surface de la Lune elle-même qui va se déformer, et de façon d'ailleurs beaucoup plus importante et beaucoup plus massive que sur la Terre. Alors imaginez un peu les forces de marée créées par Jupiter, qui est une planète 300 fois de la masse de la Terre, sur un satellite comme Io, qui est en gros qui orbite quasiment à la même distance de Jupiter que la Lune orbite autour de la Terre. Et donc il y a énormément de forces de marée, et donc ce qui fait effectivement que Io va être déformé, va être malaxé par ces forces de marée, et c'est pour ça que la Lune Io arrive, donc le manteau de Io sous cet effet de déformation va être totalement déformé. Donc tous les satellites des géantes gazeuses sont impactés, mais c'est pour Io que c'est le plus important parce que c'est la Lune qui est la plus proche de Jupiter. Et comme la force de gravité est une force qui décroît au carré avec la distance, du coup, plus vous vous éloignez, moins vous allez être impacté. Et en fait, du coup, je voulais finir sur ça, c'est que les forces de marée, en fait, sont même à l'origine de ce qu'on appelle la zone habitable étendue. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que ce que les astronomes appellent la zone habitable? Non. C'est pas les petites planètes. C'est la zone où
Ou l'eau, où il y a de l'eau liquide possible. Exactement, Pascal. Donc il y a un piège, effectivement. Là, je pense que les astronomes sont à blâmer. En fait, je pense que c'est un truc qui a été utilisé un peu de façon un peu imprudente par un chercheur et qui maintenant a été reprise un peu partout dans la presse et qui du coup on a du mal à s'en enlever. La zone habitable, ça veut pas dire qu'une planète est habitable. Ça veut dire que c'est une planète qui est suffisamment près et ou pas trop loin ni pas trop près de son étoile de manière à pouvoir avoir de l'eau liquide à sa surface. Donc par exemple, Vénus, il fait beaucoup trop chaud et du coup, ou Mercure, donc en fait l'eau s'évaporait. Par contre, une planète comme Pluton, par exemple, qui a une surface qui est c'est pas une planète, mais un astre comme Pluton, qui pourtant est très très loin de son étoile, qui est très très loin de son étoile, il pourrait pas y avoir de l'eau liquide à sa surface, elle gèlerait instantanément. Voilà. Bon, après, la zone habitable, c'est un concept qui est un peu, il y a des marges, parce que par exemple, la Terre donc est dans la zone habitable, il y a de l'eau liquide sur la Terre, mais dans ce cas-là, ça veut dire que la Lune aussi est dans la zone habitable. Or, comme la Lune n'a pas d'atmosphère, il fait très froid à la surface de la Lune, et du coup, il n'y a pas d'eau liquide à la surface de la Lune. Il n'y a pas d'eau liquide à la surface de la Lune, alors qu'il y a d'eau glacée dans certains cratères et puis au niveau des pôles. Voilà, et puis enfin, Mars, par exemple, Mars est à la limite de la zone habitable, et il y a un petit peu d'eau liquide sur Mars, mais très peu. Donc voilà, c'est un concept qui dépend de l'atmosphère, qui dépend de pas mal de facteurs, mais si vous devriez retenir, et surtout un concept très mal nommé, c'était Sébastien Carassou dans son livre qu'on avait fait la dernière qui appelait ça, qui valait mieux renommer la zone habitable en zone de surf, parce que c'est les seuls endroits du système solaire où vous pouvez faire du surf, parce que c'est les seuls endroits où il y a de l'eau liquide. Voilà. Donc c'est une zone qui grosso modo englobe la Terre, un peu plus grande, qui va quasiment jusqu'à Mars, et puis qui s'arrête entre Vénus et la Terre au niveau du système solaire, avec des variations qui peuvent être dues. Si une planète a une atmosphère, elle peut être plus ou moins près, plus ou moins loin. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Jupiter et Saturne, clairement pas. Au niveau de Jupiter et Saturne, il fait trop froid et du coup, il n'y a pas de possibilité il n'y a pas assez de lumière du Soleil pour que il y ait de l'eau liquide qui s'y développe. Et pourtant, certains satellites de ces grandes géantes gazeuses, donc on pense en particulier donc à Titan, qui est un satellite de Saturne, qui, on pense, à garder des océans à sa surface, et l'autre auquel qui est assez important, c'est Europe, qui est un satellite où on est quasiment sûr qu'en fait, la surface est recouverte de glace, mais en dessous, en fait, il y a un océan liquide. Et donc, comment ça se fait pour ces deux satellites qui sont très clairement en dehors de la zone habitable? Et c'est qu'en fait, c'est ces forces de marée, c'est les dissipations de la force de marée qui vont créer en fait la chaleur suffisante pour pouvoir créer de l'eau liquide. Hey salut, c'est Johan qui suis en train de faire le montage et je m'aperçois que j'ai dit une bêtise. Je viens de dire que Titan avait de l'eau liquide en surface et en fait c'est faux. Les forces de marée permettent de créer une énergie interne qui peut permettre l'existence d'océans sous la surface. Pour Europe, satellite de Jupiter, on en est quasiment sûr qu'il y a un océan sous la surface gelée et 2 missions sont prévues, la mission JUICE et la mission Europa Clipper, qui sont prévues en 2023 et 2025 vers ce satellite. Pour Titan, on en est un peu moins sûr, mais la mission Huygens-Cassini a apporté des preuves de force de marée importantes et peut-être d'un océan interne d'eau liquide. Mais pas en surface, parce qu'il fait trop froid. Par contre, l'atterrisseur Huygens de cette même mission a mis en évidence des lacs de méthane à la surface dont la température de fusion est beaucoup plus basse que celle de l'eau. Ok, je peux reprendre maintenant. Et donc, ce sont deux endroits privilégiés pour la recherche de vie dans le système solaire. S'il y a de la vie dans le système solaire, on va dire que les 3 endroits privilégiés, c'est Mars, où on est encore en train de chercher. On pense peut-être qu'il y en a peut-être plus maintenant, mais on pense que peut-être par le passé, il y en a eu. Et puis, ces 2 satellites, les satellites des géantes gazeuses, en particulier Europe et Titan. Et en particulier sur Terre, il y a des organismes vivants qui ne dépendent pas de la photosynthèse, par exemple ceux qui ont été découverts au niveau des dorsales océaniques. La lumière du soleil n'arrive pas à pénétrer jusqu'au fond des océans, par contre on sait que certains animaux, juste avec de la chaleur, arrivent à se développer. Et donc c'est pour ça qu'on espère que autour de ces satellites, il y aurait, juste grâce à la force des marées, une vie qui aurait pu se développer. Voilà. C'est d'ailleurs quelque chose, donc la vie autour des exos, sur des satellites de grandes géantes gazeuses, qui avait été explorée en particulier dans le film de James Cameron, Avatar,
avec la planète où se passe l'intrigue, qui est une planète de type terrestre en orbite autour d'une géante gazeuse. Malgré là le fait que c'est pas extrêmement clair que ce soit dû à des forces de marée, parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil, en tout cas il y a beaucoup de lumière sur cette planète-là, donc je suis pas sûr qu'il ait particulièrement envisagé à ça. Mais en tout cas, nous, les forces de marée nous permettent d'envisager la vie dans le système solaire au-delà de ce qu'on appelle la zone habitable classique. Mais ça nous fait une transition parfaite tout cela. Je m'en suis douté. Merci, Johan. Et donc, Irène va nous parler de la vie moins extraterrestre, mais aussi due aux forces de marée. Revenons dans le terre-à-terre. Le terre-à-mer. Le terre-à-mer, oui. Oui, parce que oui, c'est ça. Et ben donc, avec une transition parfaite, nous allons parler de la vie dans ce qu'on appelle les estrans. L'estran, c'est la frange de terre qui est soumise aux variations de marée. On dit aussi que c'est la zone interditale, de l'anglais tide, marée. Et donc, c'est une zone qui connaît deux états très différents, mais avec tous les intermédiaires. Donc, un état à marée basse, lorsque la Terre est exposée à l'air, et l'autre à marée haute, lorsque tout est immergé dans l'eau de mer. Donc, cette zone, elle est complètement submergée 1 ou 2 fois par jour et elle subit constamment des changements radicaux. Et alors, d'un point de vue biologique, recherche, etc., c'est très bien décrit avec plusieurs étages descriptifs. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais je sais pas, il y a l'étage supralittoral, par exemple, qui n'est immergé que pendant les très grandes marées, l'étage médio-littoral qui est constamment balayé par les marées, etc., etc. Mais ça, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment les organismes vivent ces conditions, en fait. Parce que dans ces zones-là, les organismes doivent être capables de vivre sous l'eau, puis brutalement résister à l'air libre pendant de longues heures. Et ces changements sont vraiment violents, en fait. Donc, comment vont-ils survivre aux changements d'humidité, de température, de salinité et parfois même être capables de résister aux fortes vagues? Alors, il faut donc résister à plusieurs choses. On va un tout petit peu développer parce que c'est quand même, on n'y pense pas forcément, mais c'est quand même assez remarquable. Il faut d'abord résister à cette dessiccation, c'est-à-dire que sous le soleil, souvent il y a des trous d'eau qui vont se former quand l'eau de mer se retire, mais dans ces trous d'eau, il y a souvent une forte évaporation. Et ces petites mares, elles sont vite transformées en mini-mers mortes. Elles sont extrêmement salées, en fait. Ce qui nécessite une adaptation vraiment rapide pour conserver un équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre hydrominéral, c'est-à-dire que les échanges d'eau et de sel font que les organismes peuvent survivre. Il faut éviter aussi le risque d'insolation. Parce que les radiations du soleil, ça peut être embêtant, poser des problèmes à de nombreux animaux, parce que ça s'accompagne aussi de déshydratation et d'échauffement. Il faut encaisser des chocs thermiques, notamment lorsque tout d'un coup une zone se retrouve immergée, mais aussi lors de ce qu'on appelle l'immersion, lorsque la mer se retire. Parce que les fortes variations des températures dans l'air et même le gel peuvent être très néfastes à la plupart de ces organismes marins qui ne peuvent donc vivre qu'en bas de l'estran, c'est-à-dire dans les zones où la mer va rester le plus longtemps en fait. Parce que, comme vous le savez tous, sous l'eau, la température est à peu près stable par rapport à la température dans l'air. Donc dans l'air, en fait, la faune et la flore sont exposées au froid ou au chaud selon les saisons. Et parfois, le choc thermique peut être de 20 degrés en quelques heures. Donc ça, il faut vraiment s'adapter. Et donc, il y a des difficultés au final pour respirer, pour conserver le milieu intérieur vital, pour se nourrir, parce qu'on sait que l'eau de mer, c'est une source de nourriture, notamment pour les animaux qui filtrent. Pour se déplacer, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux qui utilisent l'eau pour se déplacer. Il y a plus de poussée d'Archimède. Pour éliminer les déchets, pour envoyer tous les messages chimiques qu'on peut envoyer lorsque on vit dans l'air ou dans l'eau d'ailleurs, et puis pour la reproduction, pour libérer les gamètes. Donc
tout ça pour moi c'est très intéressant et le but de mon dossier, ce n'est quand même pas de vous décrire l'écosystème des êtres vivants dans l'estran. D'abord c'est compliqué et puis il y a des gens qui font ça très bien. Mais comme cet été, moi je me suis retrouvée en Bretagne et les marées ils sont très importantes et j'ai été fascinée en fait par les capacités notamment des algues à ne pas se dessécher à marée basse. Donc on se balade sur ces plages ou sur ces rochers et on voit plein d'algues et on se dit mais comment elles font quoi pour pas mourir dans l'air en fait. Alors c'est vrai parce que c'est vrai que les poissons, par exemple, et les crabes, on se dit qu'ils peuvent toujours rester immergés, mais que les coquillages, c'est vrai que c'est ce qu'ils font beaucoup, c'est souvent ils peuvent capturer un petit peu d'eau, de mer dans leurs coquilles, mais quid des algues? Comment font-elles? Donc en fait, ce dossier, c'est juste le but, c'est de vous décrire un petit peu quelques techniques qu'ont adoptées notamment la faune et la flore pour survivre dans des conditions aussi variées. Et puis on verra un peu des mécanismes à la fois au niveau des organismes totaux, et puis on ira un peu plus en précision dans les mécanismes à l'échelle de la molécule qui font que les organismes peuvent s'adapter. Donc, on revient un petit peu à cette organisation de la faune et la flore. Et donc, c'est bien déterminé que l'endroit où vit une espèce dans ces zones d'estran, elle dépend évidemment de sa capacité à vivre à la fois en milieu immergé et en milieu exposé à l'air. Donc, le plus souvent, ces organismes sont adaptés aux conditions qui règnent à un niveau bien précis de l'estran, c'est-à-dire à une hauteur, en fait. Et c'est pour ça que l'estran est souvent divisé. Il y a une zonation verticale, en fait. Donc, ils sont confrontés à des conditions bien plus contraignantes à mesure qu'on se rapproche de la partie haute de la zone interditale. C'est celle qui sera sèche le plus souvent, en fait. Et les espèces qui sont situées au niveau inférieur de l'estran sont celles qui sont le moins souvent émergées, peut-être quelques heures par an au total. Et donc, finalement, en fait, la faune et la flore dans cette zone sont au final plus fragiles parce que elles sont moins adaptées, elles ont moins de capacité pour résister à l'immersion. L'immersion. Et si par malheur, vous trouvez à ce moment-là dans une zone qui est émergée, mais pas tout le temps, et que il vous prend l'idée d'aller retourner des pierres, et ben ça peut être une catastrophe pour la faune et la flore sous les pierres, parce qu'ils sont pas très très bien adaptés finalement à l'air, en fait, aux conditions dans l'air ambiant. Un autre facteur qui entre en jeu aussi, c'est qu'à marée basse, en fait, les habitants de cette zone de l'estran, la zone interditale, devient très exposés aux prédateurs. Donc c'est le plus souvent les oiseaux ou les crabes terrestres. Et donc s'adapter, c'est aussi trouver des moyens pour fuir devant ces prédateurs. Mais je vais pas trop en parler dans ce dossier. C'était pas trop l'aspect qui m'intéressait le plus. Alors même dans les quelques endroits où l'eau de mer subsiste, par exemple dans les flaques, dans les trous d'eau, les écoulements, etc., les animaux souvent peuvent y conserver un peu du milieu aquatique, mais ils se retrouvent quand même confinés. Et donc souvent l'oxygène vient à manquer, donc il y a une sorte d'hypoxie qui se crée dans le milieu. Et l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, le pH du milieu, est perturbé. Et qui dit perturbation du pH dit perturbation des réactions chimiques. Et ça, c'est vrai encore plus lorsque la biomasse végétale ou microbienne est importante. Et donc, ces cuvettes rocheuses qui sont toujours remplies d'eau, elles offrent un milieu à la fois favorable pour diverses espèces qui ne supportent pas la déshydratation, mais en même temps, ces espèces doivent pouvoir s'adapter à des changements de la composition, en fait, de l'eau qui s'y trouve. Alors, pour toutes ces espèces, d'une façon générale, leur niveau donc sur l'estran,
leur taille, leur profondeur et l'ensoleillement, donc sur ces niveaux, va conditionner les peuplements. Donc les cuvettes qui sont les plus, qui se trouvent dans les hauts niveaux, qui se dessalent et se réchauffent ou perdent leur oxygène rapidement, sont plutôt en général pauvres en espèces. Et on trouvera en général des algues vertes qui utilisent aussi beaucoup de lumière. En revanche, celles qui sont situées en dessous de ce qu'on appelle la zone de marée moyenne, elles vont plutôt héberger de nombreux animaux, notamment des anémones de mer, des crevettes, des gastéropodes, des petits poissons, ainsi que diverses algues qui vivent normalement plus bas et en dehors des cuvettes. Par exemple, l'algue brune Bifurcaria bifurcata et diverses algues rouges vont pouvoir s'y trouver, alors que ces dernières ne sortent pas du fond de la cuvette et évitent la déshydratation. Alors, un autre facteur auquel on pense pas forcément d'emblée, c'est le fait que la force des vagues, la force de la mer, etc., n'est pas du tout la même selon que l'on se trouve sur une côte rocheuse ou sur une côte sableuse. Donc, sur les côtes rocheuses, les algues, surtout les algues brunes et les lichens, peuvent se fixer sur les roches, et ce sont ces espèces-là qui vont dominer le plus souvent. Certaines espèces d'algues qui ont un tal, c'est le tal des algues, c'est un peu grosso modo, c'est une comparaison très très osée, c'est ce qui ressemble aux parties au feuillage des plantes. Donc c'est ce qu'on appelle le tal dans les algues. Donc certaines espèces qui ont des tals trop fragiles ou trop longs, ces espèces elles vont être déchiquetées ou arrachées par les fortes vagues, donc elles peuvent pas s'y trouver. De la même façon, il y a des animaux qui sont pas bien fixés ou qui ont un corps trop mou. Eux ne peuvent pas se fixer sur ces milieux qui sont battus par les vagues, alors que d'autres espèces animales vont avoir au contraire besoin d'une eau très battue, donc très oxygénée pour survivre en fait. Donc tout ça, ça fait des conditions, beaucoup de paramètres qui sont très compliqués. Et si on compare donc par exemple ces conditions sur les côtes rocheuses avec les côtes sableuses ou vaseuses, cette sorte de zonation verticale est beaucoup moins nette parce que les animaux y vivent en fait essentiellement enfouis, surtout à marée basse. Il y a aussi moins de végétaux. On va peut-être y trouver quelques plantes à fleurs et puis ce qu'on appelle des zoostères, qui sont vraiment des plantes marines, des plantes aquatiques marines. Et même il y a quand même des végétaux qui arrivent à s'y adapter, et notamment par exemple dans les estuaires qui sont à l'abri des vagues où les conditions sont plutôt calmes, on peut parfois même trouver des chênes qui vont s'approcher de la mer et qui vont même laisser tremper leurs branches à marée haute. Alors là, on se dit, mais alors du coup, ça marche comment ? Comment est-ce qu'une plante comme le chêne peut s'adapter à la mer ? Parce qu'on pense tout de suite à la salinité. Alors là, je vais donc tout de suite faire une petite explication sur l'adaptation au sel des plantes. Et donc cette adaptation au sel, c'est un processus dynamique en fait. Ça fait intervenir des gènes qui sont impliqués dans différents processus qui vont avoir un impact au niveau de la forme, de la morphologie des plantes, de leur physiologie, et puis de leurs caractéristiques à l'échelle moléculaire et cellulaire. Alors en fait, il y a plusieurs gènes qui sont impliqués dans la sensibilité au sel, et l'idée c'est que si la concentration en sel change, par exemple augmente, ça va déclencher des cascades de réactions biochimiques dans les cellules qui vont être une réaction particulière à cette concentration en sel. Donc, c'est ce qu'on appelle des voies de signalisation qui sont spécifiques et qu'on a pu identifier chez des plantes comme l'Arabidopsis, mais aussi chez des plantes comme le riz ou le soja, en fait, qui ont été étudiées justement dans ce cadre-là, l'adaptation au sel. On peut citer, si ça vous intéresse, la voie de signalisation SOS, par exemple le Salt Overly Sensitive. On a aussi les voies de signalisation dépendantes du calcium, un peu comme celles qui dépendent du sel. Et tout ça, encore une fois, ça enclenche des réactions cellulaires en cas de stress dû au sel, et ça contribue
ainsi au maintien de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire au maintien d'un équilibre fonctionnel, physiologique à l'intérieur des organismes. Alors, dans les zones non rocheuses, les algues, elles sont pratiquement absentes parce qu'elles vont pas pouvoir se fixer de façon stable et la faune de ces milieux est très différente de celle des rochers. Sur les plages de sable, en revanche, la survie signifie être capable, par exemple, pour certaines espèces, de nager dans des eaux peu profondes ou de se terrer sous le sable lorsque les vagues arrivent et repartent au-dessus de la tête. Par exemple, les crabes du sable ne se contentent pas de s'enfouir pour survivre, ils vont suivre en fait les marées pour maintenir la bonne profondeur dans le sable humide. Alors là, je vois que nous avons une question dans la chatroom. Est-ce que l'on sait si ces espèces sont issues à l'origine d'espèces terriennes ou aquatiques et qui se sont adaptées à l'autre milieu au fur et à mesure? Alors moi, je suis pas une spécialiste de l'évolution animale. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'arbre de l'évolution, les plantes viennent des algues vertes et c'est vrai que il y a eu à un moment dans l'évolution une sortie de l'eau. C'est-à-dire que il y a eu des organismes qui vivaient dans l'eau, notamment certains poissons, qui ont pu sortir de l'eau en fait et qui ont donné des espèces terriennes. Voilà. Et en fait, il y a eu une adaptation effectivement du milieu d'abord aquatique, ensuite au milieu aérien, notamment par exemple avec encore une fois des poissons dont les nageoires ont pu servir finalement de jambes, j'allais dire, et de bras. Ceci étant dit, je ne suis pas une spécialiste de l'évolution et ça, c'est une bonne question pour notre expert topo. Alors, je voulais commencer un peu plus en détail par les algues et un petit mot sur les lichens. Donc, les algues et les lichens, ce sont des organismes qui ont besoin de lumière pour la photosynthèse, mais pour qui aussi un trop fort éclairement peut être nocif, parce que ce sont des organismes qui sont habitués à être protégés par la couche d'eau, qui est aussi parfois trouble. Donc, la luminosité varie beaucoup en fonction de la profondeur et de la turbidité de l'eau. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, on ne rencontre pas beaucoup d'algues au-delà de 50 à 70 mètres de profondeur. Les conditions très dures des littoraux, des zones d'estran, favorisent en revanche les lichens, parce que la symbiose champignon-algues, algues unicellulaires, les rend en fait très résistants par rapport aux plantes à fleurs. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre les lichens, moi je vous invite à écouter notre émission Podcast Science, radio dessinée du 23 novembre 2022, au cours de laquelle une de nos présentatrices, dont malheureusement je n'ai absolument pas retenu le nom, nous a expliqué très bien qu'est-ce que c'était que ces lichens, qui sont des organismes bien particuliers. Donc, on l'a vu, les algues, elles ont besoin de beaucoup de lumière, elles sont photophiles et elles vivent plutôt près de la surface. Et celles qui ont besoin d'un peu moins de lumière, elles vont se développer plus en profondeur, sous les surplombs ou les autres algues. Alors, l'énergie mécanique des vagues, de la houle et des courants, ça crée des mouvements d'eau qui vont influencer en fait la morphologie des algues pour qu'elles soient mieux adaptées aux conditions de vie du milieu. C'est ce qu'on appelle l'hydrodynamisme qui va impacter les espèces qui sont placées plus haut sur l'estran, parce qu'encore une fois, c'est là où il y a le plus de changements, de variations. Par exemple, on a le Fucus vesiculosus. En fait, les espèces qui sont placées plus haut sur l'estran vont avoir en fait des adaptations morpho-anatomiques plus importantes. Par exemple, elles vont avoir une longueur de tale plus importante, elles vont avoir plus de dédoublement entre guillemets de leur tige, et puis elles vont avoir plus de vésicules aérifères.
Alors ces vésicules, c'est les petites bulles qu'on voit déjà des fois si vous regardez un petit peu le fucus ou sur la terre quand à marée basse, vous voyez qu'il y a des petites vésicules sur les algues. Ce sont des flotteurs qui leur permettent de se tenir verticalement à marée haute, ce qui les oriente vers la lumière. Et on s'est aperçu que les fucus du niveau moyen, qui est relativement peu battu, plutôt calme, possèdent plus de flotteurs que les fucus du moyen étage, qui sont beaucoup plus battus. Et tout ça permet en fait ce type d'adaptation de variation, on va dire plutôt. Ça permet de maximiser l'exploitation en fait de leur milieu, c'est-à-dire que ça permet de mieux vivre dans un milieu. Par exemple, ça permet de mieux capter la lumière. Autre stratégie, il y a certaines petites espèces d'algues qui vont jouer un petit peu, entre guillemets, encore une fois, aux parasites, et qui vont se fixer sur d'autres algues. Ainsi, par exemple, il y a certaines espèces qui vont se réfugier pour se protéger de la lumière sous d'autres algues plus grandes, et c'est le cas de l'algue rouge Catenella cespitosa, qui va se fixer sur d'autres algues, et c'est comme ça qu'on peut toujours la trouver à la base de rochers qui resteront toujours humides, par exemple. Les algues vertes, elles, supportent, on l'a vu, assez bien, relativement bien, un fort ensoleillement par rapport aux autres algues, mais du coup, elles vont aussi bien résister aux variations de salinité ou de température, et aussi d'ailleurs à l'abondance des nitrates qui sont d'origine humaine. Parmi elles, on a ce qu'on appelle les ulvas, qui sont les laitues de mer, qui prolifèrent beaucoup à la belle saison sur certains rochers, qui vont ensuite s'en détacher et qui vont s'accumuler dans les baies calmes, dans les eaux calmes, on va dire, et là elles vont pourrir et elles provoquent ce qu'on appelle les marées vertes, qui sont souvent très décriées d'ailleurs. Alors, à l'inverse, on a les algues rouges qui, elles, ne supportent pas l'éclairage trop fort ou un dessalement important, et du coup, elles peuvent verdir pendant l'été parce que les pigments rouges sont détruits par les UV en fait. Et c'est pour cette raison que le nombre d'espèces d'algues rouges aussi décroît très rapidement vers le haut. En revanche, en descendant dans le littoral qui est toujours immergé, les algues rouges sont avantagées par ce pigment rouge, notamment la phycoérythrine, qui capte les dernières longueurs d'onde lumineuses qui sont transmises par l'eau de mer. Un autre type d'adaptation très importante, c'est la résistance donc à la dessiccation. Comment ces algues vont conserver l'humidité à marée basse et protéger ainsi aussi les animaux qui habitent dans leur environnement. En fait, souvent, elles sont composées elles-mêmes, les algues, par des molécules qui vont retenir l'eau. Par exemple, on a une molécule qui s'appelle l'algine qui recouvre la paroi cellulaire. C'est une sorte de polysaccharide, c'est-à-dire une sorte de chaîne de sucre qui sont insolubles dans l'eau et qui forment un mucilage à la surface des algues brunes. Et cette algine, eh bien, elle va protéger de la dessiccation les algues lors des marées basses. Et donc, les algues brunes survivent dans des milieux et des conditions climatiques extrêmes et peuvent ainsi s'adapter aussi aux remous provoqués par les vagues. Chez la rhizoelle ou les fucus, la paroi des algues, elle est plutôt protégée par des gels polysaccharidiques aussi du type fucane. Bon, c'est une autre variété et c'est comme ça aussi qu'on peut les retrouver. Elles peuvent supporter des dessiccations très profondes. Donc en gros, quand elles sortent de l'eau, elles mettent un peu leur gel sur elles pour éviter qu'elles se dessèchent. En gros, c'est ça. Eh ben, elles l'ont toujours en fait avec elles. Okay, ouais, elles l'ont toujours avec elles. C'est vraiment un composé. C'est leur composition en fait. Quand les laminariales, ce sont aussi d'autres types d'algues, subissent du stress, c'est-à-dire qu'elles sont exposées à l'air pendant les marées basses,
En revanche, là, oui, elles vont générer quelque chose de différent. Elles génèrent des radicaux libres à partir de l'oxygène et elles vont relâcher des grandes quantités de d'iode dans l'atmosphère. Et cette diode relâchée sous forme d'iodure va aider à détoxifier l'ozone et d'autres formes d'oxydants à l'extérieur des cellules. Et donc, ça permet aussi de protéger l'algue de dommages cellulaires. Donc là, c'est vraiment un phénomène pas constitutif comme ces chaînes de polysaccharides, mais là il y a vraiment une adaptation, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une génération de molécules, une production, je devrais dire, de molécules différentes qui aident à les protéger de l'action délétère, donc notamment de l'ozone qu'elles peuvent trouver dans le milieu. Donc ça c'est vraiment très très actif, beaucoup plus actif comme moyen d'adaptation. On peut citer aussi l'exemple de la laitue de mer qui a un rapport surface-volume qui est assez élevé et ça veut dire qu'elle peut pousser très rapidement dans une eau riche en nutriments. Donc dès qu'elle peut, elle va proliférer et c'est comme ça qu'elle peut tolérer notamment par rapport à de nombreuses autres algues, elles peuvent tolérer la laitue de mer des conditions très difficiles, même lorsqu'elles ont été exposées à marée basse. Enfin, un autre exemple, les surf grass en fait, je devrais dire, comme le Phyllospatix schouleri, qui a la capacité de se développer complètement sous l'eau à tout moment. Alors là, c'est pas une algue en fait, c'est vraiment une plante, c'est une herbe, et c'est une herbe qui vit sous l'eau. Donc elle n'a pas ce qu'on appelle de stomates, c'est-à-dire des sortes de petits trous à la surface de ses cellules, et la régulation au niveau de la pression osmotique se fait principalement dans les cellules à l'extérieur, mais elles ont une cuticule extrêmement fine, et c'est vrai que la dessiccation et d'ailleurs le blanchiment, vous avez peut-être vu ces algues desséchées sur les bords de mer qui se blanchissent, donc ça se produit très rapidement à marée basse lorsque les plantes sont exposées au vent ou à des températures élevées, parce que l'épiderme est le principal site de la photosynthèse dans les feuilles, et comme en général ces herbes elles sont toujours submergées, en fait elles ont développé des systèmes de conduite d'eau et des systèmes d'ancrage plus ou moins réduits qui les aident en fait à résister aussi à l'action des vagues. Donc elles sont bien ancrées dans le sol aussi, et elles ont aussi développé une capacité d'effectuer une pollinisation, ce qu'on appelle une pollinisation hydrophile dans l'eau. Et donc c'est un processus unique aux plantes aquatiques de ces milieux de l'estran en fait. Alors tout ça, comment ça se passe d'un point de vue moléculaire? Parce que c'est bien beau, ces algues, elles s'adaptent, mais en gros, en vrai, ça se passe comment? Eh ben, il y a plusieurs moyens, hein, mais on va en voir quelques-uns. Alors, par exemple, chez les algues, il existe une diversité importante de molécules qu'on appelle les photoprotectrices, un peu comme nos crèmes solaires en fait, et qui agissent de différentes manières. Elles ont des filtres UVA, des filtres UVB, etc. D'ailleurs, l'industrie cosmétique étudie beaucoup ces molécules en fait pour essayer de s'en servir chez l'homme. Ce sont des molécules qui vont par exemple activées, qui sont réflectrices par exemple, ou elles sont antioxydantes, etc. Et ce sont fréquemment chez les algues, ce sont des acides aminés qu'on appelle les MAA en fait, mycosporine-like amino acid. Les MAA sont présents chez en fait de nombreux organismes, pas seulement chez les algues, hein. On les trouve chez les mollusques, chez les algues, chez les bactéries, des cyanobactéries, etc. Et en fait, la synthèse de ces molécules est directement induite par l'exposition au rayonnement solaire. C'est comme si nous, quand on se mettait au soleil, en réaction, la peau, elle produisait une crème solaire en fait. Bon, après, on a quand même, on produit de la mélatonine, hein, dont le but est de nous protéger aussi. Donc c'est pas complètement différent.
C'est ce qu'on appelle des propriétés chromophores. Hein. Ce sont des molécules qui absorbent les rayons du soleil à une longueur d'onde donnée et qui permet donc d'éviter que ces rayons ne viennent créer des dommages dans la peau. Alors, exemple aussi amusant un petit peu, je trouve que les oursins se nourrissent parfois d'algues qui possèdent ces molécules MAA et ça donne à leurs œufs une résistance solaire en fait qui leur permettent leur bon développement. C'est malin. Hein. Ça veut dire que les oursins mangent ces types d'organismes pour créer leur propre crème solaire pour leurs œufs, en gros, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est ça. C'est malin, hein, ouais. Je sais pas comment ils en sont arrivés à conclure ça, mais quand même, bravo. Alors, il y a plein de types de molécules. Hein. Il n'y a pas que les MAA, il y a aussi les caroténoïdes, par exemple, tout simplement, hein, qui sont aussi dans cette famille. Alors un autre type d'adaptation qu'on peut trouver pour évaluer la réponse de tolérance à la dessiccation et puis c'est la production d'oxygène ou encore des activités enzymatiques d'autres enzymes qui vont donner qui sont mesurées. Ou aussi, par exemple, la performance de la photosynthèse. Donc, tous ces types d'activités sont mesurés et les résultats montrent qu'il y a en fait diverses réponses de tolérance à la dessiccation avec des algues qui ont des distributions plus élevées et qui montrent une plus grande activité, par exemple enzymatique antioxydante, ce qui suggère une plus grande capacité, par exemple, à s'adapter à la dissécation, parce que ça tamponne l'excès de production d'oxygène, en fait. Au contraire, cette capacité, elle semble être absente ou déficiente dans les espèces qui sont plus basses. Et donc c'est une autre sorte d'adaptation en fait. On voit que à l'échelle autrement dit, pour simplifier, on voit qu'il y a des activités enzymatiques ou des performances de la photosynthèse qui sont différentes chez les algues qui sont plus ou moins hautes. Et notamment, en l'occurrence, plus haute, plus on est haut et plus c'est intense, parce qu'on a besoin d'être plus adapté aux variations de la marée. Alors, j'ai une question sur les rochers. Est-ce qu'on a plus d'animaux qui se fixent aux rochers alors que sur les plages, c'est plus des enfouisseurs? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une stratégie qu'on voit bien. Hein. On va se protéger, on va se balader au bord de la mer. Je vais en parler là bientôt. On va voir beaucoup d'animaux qui sont fixés, alors que sur les plages, il va y avoir des coquillages au lieu qu'ils soient fixés sur le sable, hein, ne peuvent pas. Ils vont s'enfouir. Donc ça, c'est effectivement une grosse différence selon la situation où se trouve la marée en fait. Donc parlons justement de ces animaux qui vivent dans les zones d'estran en fait. Donc en fait déjà il faut savoir que en général, sauf exception, l'essentiel de l'activité biologique des animaux, reproduction, j'allais dire se nourrir, etc. Ça se déroule pendant l'immersion, quand le milieu, quand ils sont encore dans l'eau, ou à la rigueur quand le milieu reste humide. Mais à marée basse, la plupart des animaux vivent au ralenti. Par exemple, ils ferment leurs opercules ou ils se plaquent sur les rochers pour une sorte, j'allais dire, encore une fois, c'est une comparaison osée, mais une sorte d'hibernation en fait. Donc, pour éviter effectivement d'être emportés par les vagues, les animaux ils se collent aux rochers ou parfois aux algues de façon permanente et ils sont fixés plus ou moins temporairement par des filaments, par exemple pour les moules ou par un pied, ventouse pour les patelles, ou encore coincés parfois dans des fissures. Et donc, ils vont utiliser une sorte de ce qu'on appelle la dépression métabolique, cette sorte d'hibernation. Et dans ces cas-là, la production d'énergie et les mécanismes de protection contre le stress sont mis en route. On va voir ça un petit peu. Les algues brunes, on y revient un tout petit peu. En fait, elles sont très utiles à tous ces organismes parce que il y en a certaines qui vont elles vont créer un environnement
dans lequel beaucoup d'espèces d'animaux vont s'abriter, beaucoup de gastéropodes qui vivent dans les algues brunes pour vivre dans un milieu encore humide, et puis ça leur permet aussi de se fixer en fait. Alors parmi les espèces animales en haut de l'estran, beaucoup sont paradoxalement incapables de supporter une immersion continue. Ce sont des animaux qui sont tellement bien adaptés aux variations au air que certaines ne peuvent pas vivre longtemps sous l'eau. Par exemple, le cas le plus typique, c'est la lygie, qui est un arthropode qui ressemble qui est proche des cloportes et qui, encore une fois, doit être régulièrement aspergé par de l'eau de mer, en fait. On trouve également dans ces zones-là des espèces marines qui encore une fois, ne peuvent plus être continuellement immergées. C'est aussi la petite littorine, la Melaraphe neritoides. Donc c'est une cousine du bigorneau qui est petite et qui, elle, si vous la placez dans un récipient d'eau, elle va rapidement gravir les parois pour aller chercher la surface, en fait, pour se mettre hors de l'eau. En fait, elle possède une physiologie respiratoire et même excrétoire qui est proche des escargots finalement, et donc elle vit tout en haut de l'estran. Elle est capable de résister à l'air libre pendant 4 à 5 mois, mais en étant totalement privée d'eau, et elle respire d'ailleurs avec des sortes de poumons primitifs. En termes d'adaptation, je voulais vous citer la nucelle, qui est un coquillage qui, c'est intéressant, mais selon l'endroit où se trouvent les individus, ils vont avoir une coquille qui est plus ou moins épaisse. Donc, si ce coquillage se trouve dans une zone où les vagues sont violentes, eh ben la coquille, elle va être plus épaisse que les individus qui se trouvent dans un estuaire ou sur des zones de grandes plages, en fait. Autres animaux qu'on voit souvent, ce sont les baleines. Alors, les baleines survivent en s'ancrant aux rochers. C'est un peu comme les moules qui vont retenir de l'eau de mer dans leur coquille fermée pour éviter de se dessécher à marée basse. Donc, les baleines, qui sont donc des arthropodes, crustacés, supportent la vie aérienne aussi. Il y a une adaptation particulière. Quand elles se trouvent hors de l'eau, elles vont utiliser un système de trachée, un peu comme les insectes, pour aussi pouvoir respirer. Donc, il y a des choses évidentes comme les moules. On sait qu'elles peuvent retenir de l'eau de mer dans leur coquille fermée. Les moules et les huîtres, en fait, elles se retrouvent étroitement groupées pour aussi réduire l'exposition de chaque individu au soleil. Et donc, ça empêche de se dessécher rapidement et d'empêcher leur réserve d'eau de se tarir plus rapidement à l'intérieur des coquilles, où elles gardent donc le maximum d'humidité. Et puis pour laisser place à l'humidité, elles laissent souvent échapper des bulles d'air, et ça provoque souvent des cliquetis quand on se protège, quand on se promène près de zones où il y a beaucoup d'huîtres, notamment. On peut les entendre cliqueter. Alors, on le sait tous aussi, les crabes et les escargots, eux, ils ont des coquilles qui vont les protéger de la lumière, du soleil à marée basse. Et puis, par exemple, on peut citer les escargots pervenches, les bigorneaux aussi, qui se sont adaptés pour excréter un mucus lorsque la marée est basse, et ça évite de se dessécher. Et puis, ils vont pouvoir se cacher aussi entre les rochers. Et donc, ce mucus aide à empêcher l'eau stockée dans la coquille de s'évaporer et donc de sécher au soleil. Autre exemple qu'on voit souvent, ce sont les patelles, qu'on appelle aussi les berniques, qui pendant la marée haute, eux, paradoxalement, ils se déplacent beaucoup. On croit toujours qu'ils sont fixés et qu'ils bougent plus, mais donc les patelles, en fait, ça se déplace sur des longueurs relativement importantes pour aller se nourrir sur les algues. Mais dès que la marée arrive, ils doivent se fixer très hermétiquement. Ils utilisent donc, ils fixent leur coquille sur les rochers. Et donc, c'est plus ou moins hermétique, voire très hermétique, pour conserver l'humidité nécessaire. Ensuite, on a les nudibranches. Les nudibranches, c'est un peu la famille des limaces de mer. Donc ça, c'est des animaux qui vivent recroquevillés sous les rochers,
ou alors elles vont s'agripper aux algues, donc d'où encore une fois l'importance des algues brunes qui peuvent se déployer et repartir en quête de nourriture ou d'un partenaire dès que l'eau arrive. Il y a des poissons qui, comme les coquillages, vont rester enfouis dans le sable humide pendant des heures en attendant que la marée revienne. C'est le cas de certains gobies en fait, qui encore une fois, au lieu de repartir avec l'eau, vont s'enfouir dans le sable humide, encore une fois en attendant que la marée revienne. Autre exemple banal, j'allais dire, parce qu'on le voit souvent, ce sont les anémones de mer qui sont, elles, fixées sur les rochers. Le plus souvent, elles se rétractent, c'est-à-dire qu'elles rentrent leurs tentacules et elles ferment leur unique orifice sur l'extérieur. Donc, elles sont complètement fermées sur l'extérieur. Mais en fait, celles qui vivent près de la surface, comme l'anémone verte par exemple, elles vont laisser leurs tentacules urticants souvent déployés dans les trous d'eau stagnantes, et parce qu'elles sont toujours prêtes à saisir une éventuelle proie qui passerait par là. Donc on les voit souvent dans les trous d'eau, les anémones de mer, qui sont encore bien déployés. Il y a des animaux comme les limaces de mer, qu'on appelle aussi les lièvres de mer, qui vont s'immobiliser au sein des algues, du varech par exemple, ou des lichens de mer, et on l'a vu, ça leur donne un nid humide. Et puis il y a des poissons qui utilisent en fait les mêmes stratégies. Le poisson aiguille par exemple, qui ressemble un peu à l'hippocampe, et donc ils vont à la fois profiter de cet environnement créé par les algues, et en même temps ils réduisent leur activité au minimum vital. Donc il y a une combinaison d'adaptation qui explique comment ils peuvent résister aux marées. Et donc on l'a vu, il y a d'innombrables mollusques et autres créatures vermiformes qui s'enfouissent dans le sable au fur et à mesure que la mer se retire, pour notamment échapper à la sécheresse et au soleil, mais aussi en fait échapper à leurs prédateurs, comme des oiseaux comme l'huîtrier pie ou les sternes qui aiment bien manger ces coquillages. Enfin, je voulais citer quelques exemples encore, les barnacles, qui sont capables de retenir aussi une bulle d'air à l'intérieur de la cavité de leur manteau, et elles vont bénéficier ainsi d'un air qui contient 40 fois plus d'oxygène que si elles étaient dans l'eau. En fait, pour le même volume d'eau, il y a 40 fois plus d'oxygène à l'intérieur de leur cavité du manteau. Et donc après, les échanges gazeux avec l'atmosphère, ils vont être possibles parce qu'il va y avoir une petite ouverture, un orifice qui va s'ouvrir et se fermer, un orifice respiratoire, et pendant cette période de dessiccation, c'est comme ça que les barnacles vont pouvoir survivre en utilisant cet air qui est très riche en oxygène, et avec un pneumostome qui est donc cet orifice respiratoire qui leur permet aussi de faire les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Alors encore une fois, tout ça c'est bien beau, mais comment ça marche exactement? Voyons un petit peu au niveau fonctionnel, moléculaire des organismes. Je ne veux pas trop m'étendre dessus, mais c'est quand même très très intéressant de voir comment ces animaux sont adaptés. Alors premier exemple que je voulais prendre, c'est celui du crabe Petrolistes syntypes. Et les chercheurs se sont intéressés au battement cardiaque de ce crabe, et ils se sont aperçus que au maximum des températures ambiantes, les battements du crabe vont atteindre des limites hautes, avec une tolérance de 1 à 2 degrés en fait. Donc le cœur du crabe va s'adapter à la température. La fréquence cardiaque, voilà, va s'adapter à la température ambiante. D'autres mesures, par exemple, c'est des protéines qui vont être plus libérées selon les conditions, notamment la heat shock protéine, la HSP,
qui est une molécule qui reflète le stress d'un organisme. C'est une molécule qui est produite lorsqu'un organisme subit du stress. Donc, c'est aussi un bon marqueur pour les biologistes pour aller étudier ces individus, ces organismes. Et, par exemple, dans l'espèce Tegula, qui est une sorte d'escargot qui vit au bas de l'estran, elle ne va pas synthétiser cette ASP, alors que les individus de la même espèce qui se trouvent dans la zone moyenne de l'estran vont, eux, en produire, en fait. Donc, vous voyez que pour une même espèce animale, selon où l'espèce se trouve au niveau de l'estran, il va y avoir des adaptations. C'est là où on explique comment ces individus se retrouvent plus ou moins haut, comment ils s'adaptent. À l'échelle de l'organisme, ils vont sécréter différentes protéines. Donc, il va y avoir en fait ce qu'on appelle des facteurs de sélection. Par exemple, encore une fois, la salinité d'un milieu ou la température qui vont même engendrer des variations génétiques chez les animaux. Par exemple, des variations d'enzymes, mais des variations génétiques d'enzymes. Alors, ça peut être par exemple la salinité chez une sorte de moule qui s'appelle Mytilus adulis, qui va présenter différentes formes d'enzymes selon les variations de salinité. Cette enzyme, c'est l'aminopeptidase 1, peu importe, mais ça a été bien répertorié que les animaux s'adaptent au niveau génétique aussi. Un autre exemple très très intéressant et très éloquent, c'est l'exemple d'une étude qui a été publiée en 2011 et l'auteur de cette étude, Jeffrey Richard, a utilisé une variété de poissons, des poissons, moi j'en avais jamais entendu parler, qui vivent dans les trous d'eau à marée basse. Ce sont les chabots ou sculpins apparemment. Alors, ces poissons, ils parviennent à survivre, eux, de nombreuses heures dans les petites mares d'eau, bien que la concentration en oxygène diminue très rapidement. Une sorte d'hypoxie se crée rapidement. Et donc, cet auteur, il a étudié plusieurs variétés de cette espèce qui vivent au large et qui sont, elles, non exposées à l'hypoxie, et il compare, en fait, avec ces espèces qui peuvent vivre dans la zone interditale. Comment est-ce que la même espèce peut s'adapter, en fait? Il a noté des variations à la fois sur la forme des individus, des variations sur leur métabolisme, par exemple la façon dont ils vont respirer, et puis même dans leur comportement, selon, encore une fois, qu'ils sont résistants ou non à l'hypoxie, en fait, donc un déficit en oxygène. Alors, par exemple, il a montré que la surface des branchies rapportée à la masse des poissons ne serait pas la même, ou le débit sanguin, ou la ventilation, qui sont plus importantes chez les variétés qui sont résistantes à l'hypoxie. Donc ça, ce sont des adaptations métaboliques. Les adaptations comportementales qui ont été observées sont plutôt de deux types. C'est la respiration de surface, où l'eau est la plus oxygénée, et la respiration aérienne, qui va demander de majorer l'absorption d'oxygène si les espèces se trouvent donc en hypoxie, en fait. Et puis, quand l'accès à la surface est impossible, ces espèces sont capables de se mettre dans un état léthargique, ce que j'appelais tout à l'heure l'hibernation. Et ça, c'est pour diminuer le métabolisme et les besoins en oxygène. Donc cette adaptation métabolique, elle va se caractériser par donc un passage rapide de la respiration où les espèces utilisent l'oxygène, ce qu'on appelle la respiration aérobie, à une respiration sans oxygène, ce qu'on appelle la respiration anaérobie. Alors, il faut savoir que ça existe aussi chez l'humain, la respiration anaérobie, et c'est une production d'énergie qui n'a pas un très bon rendement. En fait, la production d'énergie, elle est 15 fois moindre lorsqu'on n'utilise pas d'oxygène, et en plus, ça aboutit à des métabolites qui sont toxiques pour les cellules, notamment, et tous les gens qui font du sport à niveau le savent, les lactates qui sont nocifs pour l'organisme, en fait. Et donc les cellules des poissons qui résistent à l'hypoxie possèdent en revanche plus des nutriments, des substrats qui sont nécessaires à la respiration anaérobie. C'est pour ça qu'ils peuvent le faire plus facilement, et ils en ont en plus grande abondance. Par exemple, du glycogène.
Donc ça leur permet donc de passer plus rapidement d'une respiration où ils vont utiliser l'oxygène à une respiration anaérobie sans oxygène. Et en plus, ils sont bien meilleurs pour éliminer les produits toxiques comme les lactates. Une autre adaptation cellulaire pour ces organismes, c'est la réduction de l'activité enzymatique globale. Donc, ils vont permettre, ce qui leur permet à rebours, donc de réduire leur consommation d'oxygène et d'énergie. Voilà, j'en arrive à la fin. Je voulais quand même vous parler d'un autre mode d'adaptation au niveau cellulaire, c'est quand les organismes utilisent leurs mitochondries. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en termes d'adaptation. Donc, qu'est-ce que c'est que ces mitochondries? Ce sont donc des structures qui sont dans les cellules et qui sont largement impliquées dans la production et la stabilité énergétique des cellules. Mais les mitochondries animales, les nôtres par exemple, sont extrêmement sensibles au stress de l'environnement, changement de température, etc., par exemple. Et les changements induits par ce stress ont des conséquences majeures pour les performances de l'organisme. Donc un dysfonctionnement des mitochondries, ça peut être une cause majeure de lésions, parfois pathologiques, quand il y a beaucoup d'agressions environnementales, par exemple comme l'hypoxie ou l'exposition à des toxines en fait. Et on a vu cependant que les animaux qui vivent dans des environnements très stressants, comme en l'occurrence la zone interditale de l'océan, ces animaux, eux, ils arrivent beaucoup mieux à maintenir l'intégrité et leur fonction mitochondriale. Donc c'est comme ça qu'ils vont s'adapter. Et par exemple, il y a eu des études récentes qui ont démontré que les mitochondries des organismes qui vivent dans les zones interditales sont capables de maintenir leur fonction. Donc par exemple ce qu'on appelle le transport d'électrons ou la synthèse d'énergie dans les mitochondries, etc. Donc eux, ils sont capables de maintenir leur fonction dans une large gamme de températures ou de pression osmotique ou de contenu ionique, etc. Donc les mitochondries de ces organismes interditaux, tels que les mollusques par exemple, sont également résistants aux lésions qui sont dues à l'hypoxie. Elles présentent, ces mitochondries, une stabilité et voire même elles augmentent d'efficacité pendant les hypoxies. Pardon. Alors, par exemple aussi, j'en viens à la fin, dans les mitochondries, par exemple des palourdes, même une acidose légère, c'est-à-dire qu'une diminution du pH à l'intérieur des cellules peut augmenter l'activité des mitochondries, tandis que dans les mitochondries des pétoncles, qui sont aussi des coquillages, eh bien les effets d'un faible pH vont être opposés. Donc la suppression de l'activité mitochondriale par une diminution de pH, par exemple, ça peut contribuer à une diminution du métabolisme pendant la fermeture de la coquille ou pendant une phase d'hypoxie dans l'environnement. Voilà, j'ai fini par quelque chose d'un peu plus compliqué, mais je trouvais que c'était intéressant d'aller comprendre un petit peu comment ça se passe à l'échelle moléculaire, parce que c'est vrai que si vous allez vous balader sur une plage, vous allez bien vite effectivement reconnaître notamment avec les animaux, leur mécanisme d'adaptation, mais en fait c'est pas si simple et il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour comprendre un peu plus en détail comment ça se passe. Et c'est vrai que en fait ce modèle de l'estran, c'est un bon modèle expérimental pour l'étude de l'adaptation du monde vivant aux conditions défavorables telles que des variations extrêmes de température ou de salinité. Et voilà. Et donc pour les gens qui ont grandi par exemple au bord de la Méditerranée comme moi, c'est vrai que observer les rivages de l'estran, les changements de paysage, découvrir par exemple le fond de la mer, alors d'habitude, moi, je ne pouvais que les imaginer. Quand je vais au bord de la mer, souvent, je me disais qu'est-ce que je verrais si l'eau se retirait. Ben voilà, quand vous allez en Bretagne, on le voit très très bien, et je trouve ça
assez fascinant. Et puis du coup, j'espère que ce petit dossier vous donnera envie d'en voir et d'en savoir plus. Eh bien, merci, Irène. C'était très complet, jusqu'au niveau moléculaire. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que, comme tu dis, que c'est un environnement assez extrême quand même, et même les animaux qui pourraient suivre, par exemple, la marée, suivre la mer en descendant la mer puis en remontant, il y a même des animaux qui restent cachés quand même dans les petites algues, même au niveau de l'air. C'est incroyable. Et oui, il y en a qui choisissent effectivement de se cacher dans les algues ou d'aller s'enfouir dans le sable. Au lieu de prendre la décision courage fuyons. Et comme tu l'as dit, ça c'est presque nécessaire aussi maintenant pour ces animaux-là, alors, parce que c'est chimiquement comme ça, parce qu'ils ont besoin d'une certaine période de hibernation entre guillemets, comme tu dis. Oui, c'est ça. Ils se sont habitués, on peut le dire, en diminuant par exemple leur métabolisme ou en changeant en tout cas, ou ils le diminuent ou ils le modifient en fonction des conditions, effectivement. Oui. Et ça fait une sorte de zonation. Donc les gens qui étudient l'estran partent souvent d'une sorte de zonation, en fait, selon la hauteur de la marée, effectivement, parce que les animaux et les plantes qui s'y trouvent sont adaptés à cette hauteur-là, effectivement. Et c'est très précis, hein. Un changement de 1 degré de température va induire des gros changements physiologiques, en fait. Ce qui fait un petit peu peur quand on voit comment les océans et les mers se réchauffent tous les jours. On se dit que là, il va y avoir aussi ça a un impact énorme sur l'adaptation des animaux, oui. Et donc, tout ce que tu as dit, c'était que les algues vertes auraient tendance à être plus importantes que les algues brunes, c'est ça, dans ton dossier? Elles sont on les va retrouver à différentes hauteurs. C'est-à-dire que les algues vertes, comme elles aiment, on va dire, entre guillemets, plus, elles utilisent beaucoup plus la photosynthèse. Ouais. Voilà. Donc, elles ont besoin de plus de lumière. Donc, on les trouve plutôt en haut de l'estran, en fait. Alors que les algues brunes, elles sont plus bas. Et encore plus bas, on va trouver les algues rouges. Sinon, dans la chatroom, il n'y a pas plus que de questions que ça. Est-ce que ça te va si on passe directement à la citation? Oui, tout à fait. C'est une citation qu'a trouvée Joanne. Je te laisse la donner. Alors, Joanne a choisi la citation de Olivier de Kersauzon. La mer, c'est la partie de la terre que je préfère, que je trouvais très poétique aussi. C'est beau, effectivement. Oui. En tout cas, merci Irène et merci Joanne pour cette balade au son des vagues soufflant sur une plage. Et merci aussi à vous, auditeurs, de nous écouter toujours de plus en plus nombreux. On espère que ce n'était pas la mer à boire et que vous vous êtes bien marré, Marie, à nous écouter. On se retrouve à la prochaine escale et en attendant, que servir la science soit votre joie.